Vigilance orange. Et puis dans l'après-midi, les orages vont à nouveau se manifester depuis l'Occitanie et principalement le Haut-Languedoc jusque vers le Grand Est. Et là, toujours sur cet axe qui va du sud-ouest au nord-est, nous resterons très prudents car non seulement les précipitations pourraient être importantes, mais nous aurons un fort risque de grêle, des manifestations orageuses très importantes, risque de fortes rafales. Donc prudence demain ou dès cette nuit sur tout cet axe qui va depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la dernière ligne droite des vraies voix pour cette semaine. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va mon Philippe ? Tendu comme un string, ma chère Cécile. Parce que dans 3h01, ce sera le coup d'envoi sur Sud Radio de la finale du Top 14. Oui. C'est l'événement du jour. Et je me dis, est-ce que ça va faire 23 pour le Stade Toulousain ou 1 pour l'Union Bordeaux-Bègles? Et mon cœur toulousain bat en rouge et noir. Et là, je sais pas si je vais tenir toute l'émission sans qu'on me fasse un petit bouche à bouche, un petit truc comme ça. Comptez pas sur moi déjà. Même sur un tel sujet, vous parvenez à mettre de l'érotique. Mais non, excusez-moi, c'est du secourisme. Si vous en êtes là, dans ces cas-là, un massage cardiaque. Pense à toutes les jolies femmes qui en portent un. Mais il y a des hommes qui en portent aussi. Vous m'avez vu, non? Par ces jours ensoleillés, je crois que Philippe Bilger a un regard un peu distrait dans la rue en ce moment. Il faut l'excuser. Non, Cécile est encore plus belle qu'à l'ordinaire. Oui. Enfin, moi, Philippe Bilger en string, je veux bien la photo. Non, si vous voulez, j'ai. Alors, les dieux du stade. Si un jour je porte un string, je me présente à l'Élysée. Vivement 2027. Ça y est, un nouveau candidat est né. Les amis, 0826 300 300 si vous voulez commenter forcément ce que dit aussi Philippe Bilger sur ce... ça vaut la peine. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes les bienvenus. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Édouard Philippe veut créer un bloc central en campagne pour soutenir les candidats aux législatives. L'ancien Premier ministre veut élargir et stabiliser une base politique de la droite conservatrice à la gauche social-démocrate pro-européenne. Il espère aussi attirer l'électorat de Raphaël Glucksmann et d'autres figures de la gauche pour former une coalition robuste capable de gouverner efficacement. Alors parlons vrai, est-ce qu'un nouveau pôle central peut renaître dans la politique française? Giscard disait que la France voulait être gouvernée au centre, est-ce encore le cas aujourd'hui? Et à cette question, un bloc central peut-il se reconstruire après les législatives? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Christophe Plassard sera avec nous, député sortant Horizon de la Charente-Maritime, 5e circonscription. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Ils mènent leur campagne avec les codes des réseaux sociaux. Selon leurs opposants, ils tiktotisent et par conséquent affaiblissent le discours politique. Leurs partisans répondent que ces nouveaux influenceurs politiques s'adaptent simplement à l'époque actuelle pour mieux atteindre les jeunes générations. Une tendance électorale où la forme finalement prime souvent sur le fond. Alors parlons vrai, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont des vecteurs d'opinion supérieurs aux médias traditionnels? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que les personnalités politiques créent leur image? Et à cette question, les candidats sont-ils devenus des influenceurs? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec ou sans string, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. C'est sans avec. En effet, mais très heureux, je ne sais pas pourquoi. D'abord, évidemment, j'ai mes amis face à moi. Oui. Philippe David a l'air bien parti et vous êtes ravissant. Merci Philippe Bilger. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Mickaël Sadoun qui est avec nous, chroniqueur et consultant. Comment ça va, Mickaël? Ça va, magnifique. Vous magnifique. pas de questions que vous portez, vous. Non, ça va. J'ai pas mis de dentelle comme notre ami Philippe Bilger. C'est un string dans dentelle, parce que c'est léger quand même. Je sens que lundi, il va se passer j'ai des pris trucs. le soleil pendant une semaine, j'ai pris les petites couleurs, je sais pas si ça se voit, mais... pas du tout. Très bien, je vais repartir une semaine. J'adore parce que les gens qui partent en vacances, dès qu'ils reviennent, ils mettent une chemise blanche pour montrer bien leur c'est le style. Et notre ami René Chiche, le fameux directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Merci de cette introduction. Et moi, je suis comme Thierry Ardisson, je n'ai ni string ni slip.
Je vous le dis. Voilà. Non. Écoutez. Non, mais vous avez lancé le débat. Oui, mais ça peut faire commando. franchement. Thierry Ardisson ne porte rien. Thierry Ardisson ne porte rien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des infos capitales. Celle-ci, vraiment, était importante. Il faut se détendre un petit peu dans cette période de surpolitisation. Ça fait du bien de parler des choses. Moi, je trouve qu'avant le week-end, une petite info à balancer dans un dîner où tout le monde parlera politique. Au fait, moi, j'ai une info. Voilà. Exactement. Ça va se mettre dans l'atmosphère. Et une info, pas une info. Je me dis que là, le débat est vraiment à l'arrêt. On s'était déjà détendu avec le string, Michael. Mesdames et messieurs, c'est le vendredi, c'est comme ça. C'est tous des temps. C'était un petit peu le problème. Tous des temps. Allez. Quand même pas. Pas tout. Le 0826 300 300 avec nous aujourd'hui, Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir cher maître. Cher maître, léopard ou cuir de string? Je ne sais pas encore, mais je découvre la modernité sur le tard. N'hésitez pas à m'appeler, je vous l'envoie. Et excusez-moi, vous l'appelez maître alors qu'il n'était pas avocat. Quel type de relation entretenez-vous? Je me pose des questions. Parler du cuir. Ça n'est pas complètement faux tout de même. Franck, oui. Je vais quand même pas l'appeler maîtresse. Moi, je prends tous les hommages qu'on me donne, je vérifie pas. Excusez-moi, Thibault, on va demander à notre réalisateur. On s'est pas trompé d'émission là. On n'est pas chez Brigitte Lay, des choses parce que je sais plus où. C'est bien notre créneau à nous, là où normalement on parle un peu sérieusement. Il est 17h09, ouais. D'accord, ok, c'est bon. Non, mais je vérifie toujours, on sait jamais. Franck, vous allez parler de quoi? C'est quoi votre coup de gueule aujourd'hui? Écoutez, Cécile, c'est un véritable scandale. Cécile de Ménibus. Allez-y, Georges Marchais. Propriété immobilière, la France reste un des derniers pays communistes au monde. Ah d'accord. Bon, on va en parler dans un instant. Vous bougez pas. En attendant, c'est le répondeur. 0826 300 300. Vous avez bu de l'alcool ou quoi? Allez, on y va. Oui, Richard Toulouse. Un petit commentaire qui peut aider vos débats. C'est Macron qui, par cynisme, a dissolu l'Assemblée, comptant bien que la gauche n'arriverait pas à se réunir, et donc lui, il serait second. Et dans notre système électoral pour les députés, il y aurait eu un barrage qui aurait pu récupérer, sauver ses députés. Et en fait, non, le cynisme de la gauche a fait qu'on se réunit. On veut garder son petit placou et envers et contre tout. Et la carpe et les filles avec le lapin socialiste, on fait bon ménage envers et contre tout, s'asseyant sur l'antisémitisme, sur les victimes au Liban ou à Gaza, sur la guerre en Ukraine avec des divergences fondamentales entre les communistes et les autres. Donc voilà. Je ne contredirai pas notre auditeur, Richard, sur le cynisme de la gauche, de mon point de vue. Mais il n'empêche qu'il y a eu un autre ressort de la part de la gauche et de l'extrême gauche pour se réunir. C'est le fantasme sur l'extrême droite en face. Michael Sadoun. Moi, je suis pas d'accord avec l'auditeur quand il dit qu'Emmanuel Macron pariait sur le fait que la gauche n'arrive pas à se réunir. Je pense qu'Emmanuel Macron a simplement fait un pari dans lequel il est gagnant de toute façon. S'il arrive à gratter un peu plus de voix qu'aux européennes, ça le rend déjà gagnant. Et si le Rassemblement national gagne, ça les met à l'épreuve du pouvoir, ce qui leur est plutôt défavorable à mon avis pour 2027. Et si c'est ingouvernable, il arrivera à apparaître comme un symbole d'ordre et de stabilité. Donc je pense que de toute façon pour lui c'est un pari gagnant-gagnant. Alors, discutable. Alors je ne suis pas d'accord, mon cher Michael. Moi je pense, on en parlait il y a 2 semaines justement. Oui. Moi j'étais sûr que la gauche allait se réunir très rapidement. C'est d'ailleurs l'erreur de Macron, parce qu'il a parié sur le fait que la gauche ne pourrait pas se réunir, donc il aurait certainement une carte à jouer dans cette élection, cette dissolution. Tu penses ça? Oui. Et malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, on sait que la gauche se réunit toujours, même en dépit de leurs différences, ils se réunissent toujours de toute façon. Mais là, c'est une réunion, une union très rapide qu'ils ont réussi à faire et qui a surpris quand même beaucoup de monde. Hein. C'est vrai. Même eux. Sauf Michael. Il y en a qui parient dessus. Moi, j'écoute parfois CNews. Pascal Pro, par exemple, il disait ils vont la refaire la NUPS et c'était couru d'avance. Oui. Le 7 octobre, c'est un détail en fait finalement dans les fractures de la gauche. Ils finissent toujours par se réunir parce qu'ils se réunissent au nom de la morale et pas au nom de la politique. Oui, mais Emmanuel Macron leur a
prêter une morale qu'ils n'ont pas. Oui. Allez, 0826 300 300 avec Franck qui nous appelle de... Vous nous appelez d'où d'ailleurs? Du Val-de-Marne, Franck. Oui, c'est ça. La France, dernier pays dans lequel la propriété... J'attends toujours Philippe David pour sa côte de bœuf. Ah oui, on doit déguster une côte de bœuf ensemble. Ah ben là, c'est les beaux jours, on va se faire signe. Vous savez, il est un peu un politicien, Philippe David. Il avait gagné le qui c'est qui l'a dit il y a très longtemps. Mais il les tient pas. Ceci dit, Philippe, elle est bien maturée maintenant depuis le temps. Oh, c'est bien. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans cette émission, il n'y aura pas vraiment de débat. Oui. Aujourd'hui, c'est string et steak. C'est le thème du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu l'émission de Sandrine Rousseau, j'ai envie de dire. Que je mets la pagaille. Un petit peu, Franck, parce que du coup, je vais pas vous mentir. Bon, voilà, on a déconné, voilà, et on n'a plus trop le temps de parler de votre coup de gueule. Mais faites-le très vite, en 30 secondes. Allez-y. Oh, ça va être un peu plus long, mais pas beaucoup. Eh ben, c'est fini. Allez-y, vite. C'est amusant de voir comme l'histoire se répète. Je travaille dans l'immobilier et je vois des notaires s'exprimer sur la peur d'acquéreurs qui se disent si j'achète, si LFI passe, ça et tout. Je me remémore une anecdote pas rigolote. Dans les années 81, ma mère, qui était promoteur avant moi, initie un immeuble d'habitation. Elle faisait des programmes de qualité. Elle vend tout ça à des chirurgiens, comment dirais-je, des médecins, des dentistes et tout. Mitterrand passe, tout le monde se barre, elle est ruinée. Ah oui, voilà. Oui, effectivement. Et enfin, quand je dis c'est amusant. L'histoire passe. C'est plutôt étonnant, vous voulez dire, oui, c'est ça. C'est étonnant, c'est de voir que l'histoire se répète en permanence et que les peurs sont toujours là. Surtout que les Français ont vis-à-vis de l'immobilier, je pense que c'est à peu près les seuls au monde qui ont un affect aussi important vis-à-vis de l'immobilier à travers le monde. Ouais. C'est vrai. Et si j'ai encore 10 secondes... Oui, mais oui. Au revoir. Je pourrais vous dire, et c'est pas pour affoler le peuple, mais de manière latente, certains beaux esprits font ressurgir le spectre de la spoliation immobilière. À savoir que beaucoup qui veulent combler la dette de la France souhaitent le démembrement du terrain et de l'immobilier. Et si on y fait attention, un jour ça nous tombera sur la tête. C'est-à-dire que propriétaire de votre pavillon, l'État décrétera que le terrain ne vous appartient pas et vous forcera à payer un loyer pour ce terrain. Ouais. C'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est vrai. Qui un jour nous tombera sur la tête. Merci beaucoup en tout cas. Franck, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans quelques instants, Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 infos des législatives et le procureur de la procureur de la République, j'allais dire. Monsieur le procureur, de quoi parle-t-on? Eh bien, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon plutôt que de Joe Biden. Je vais vous dire pourquoi. D'accord, c'est un bon teasing aussi ça. Restez avec nous. Avec nous aujourd'hui René Chiche, Mickaël Sadoun, Philippe Bilger et vous au 0826. Moi je suis poli, 300 tout de suite. Je les déteste. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. Dans cette première partie, je pensais qu'on avait touché le fond, mais hors antenne, je me suis rendu compte que pas. Non, c'était pire. C'était pas l'expression employée là. On avait trouvé du pétrole, là on s'approche du gaz de schiste, ça devient intéressant. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun et René Chiche, qu'on est ravis d'accueillir, bien entendu, tous les 3 autour de cette table. Dans un instant, les 3 infos des législatives. C'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots sont clarté, binationalité et racisme. On va parler d'Emmanuel Macron qui promet de la clarté de son camp quand il y aura des duels entre le RN et le nouveau Front populaire au second tour. De ce candidat RN qui a été désavoué, y compris par Marine Le Pen, sur la binationalité de Najat Vallaud-Belkacem. Suite à quoi, en tout cas, le chef de l'État a dénoncé un racisme désinhibé. On voit ça dans un instant. En attendant, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est sur l'humour de Jean-Luc Mélenchon que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Alors, extrêmement vite, ma chère Cécile, je vais quitter l'émission de sexe et de nourriture pour la faire entrer dans un sujet très sérieux. Et si je n'ai pas choisi Biden, c'est parce que je craignais que vous trouviez des ressemblances entre ma prestation et une phrase de Joe Biden hier soir. Plus sérieusement, Jean-Luc Mélenchon ne manque pas d'un certain toupet. Devant cette phrase, un flic mort, c'est un électeur RN de moins, il invoque le droit de rigoler. Tout de même, on n'a pas du tout le même humour, à supposer qu'il en est, mais je trouve que c'est un scandale, non seulement d'approuver une phrase pareille, mais de prétendre qu'elle fait rire. Mickaël Sadoun. Oui, ça me rappelle, je crois que c'est Nicolas Bedos à l'époque qui avait dit « On peut rire de tout ». Pas avec n'importe qui et surtout quand on n'est pas n'importe qui. Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique. Il peut se marrer dans son cadre privé de ça, mais quand il passe sur un plateau télé, sa parole a une signification politique et un impact sur des millions d'électeurs. Donc il n'a pas à se marrer d'une phrase comme ça qui invite, soit dit en passant, à tuer du flic, en fait, ce qui est quand même relativement lié à son idéologie. Donc on peut le suspecter aussi d'être sérieux dans cet amour de cette phrase. Extrêmement grave quand même. René. Non, mais en plus, moi je l'ai vu, il a dit ça sur M6. D'abord, c'est pitoyable pour un homme politique qui se veut être soi-disant un homme d'État, déjà, ce genre de phrase. Mais en plus, je me demande si finalement, il dit pas cette phrase pour mettre en danger encore un peu plus son camp par rapport aux élections. Vous voyez, quand on voit Mélenchon dire ça, Mélenchon c'est quand même le maître à penser quoi qu'on dise de ce nouveau Front populaire, même si officiellement on veut pas de lui comme Premier ministre. C'est quand même le maître à penser, et en fait il est identifié encore plus avec cette phrase, déjà avec toutes les phrases qu'il avait dit, n'en parlons pas, mais alors avec ça, on se demande si finalement il veut pas mettre en péril le NFP pour les élections. Allez, tout de suite les 3 infos des législatives, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont Félix: clarté, binationalité et racisme. Emmanuel Macron promet la plus grande clarté de son camp après le premier tour en cas de duel entre la gauche et le RN. Dernier jour de campagne marqué par cette polémique, un candidat RN affirme que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait pas dû être ministre de l'Éducation à cause de sa double nationalité franco-marocaine. Après ces propos, Emmanuel Macron dénonce la parole désinhibée, le racisme, une trahison de ce qu'est la France selon le chef de l'État. Les vraies voix Sud Radio. Ce sont donc les propos qui ont mis le feu aux poudres hier soir. Propos désavoués par Marine Le Pen elle-même, ceux de Roger Chudeau du RN. Le monsieur éducation du parti était interrogé sur BFM TV sur la question de limiter certains postes sensibles aux binationaux. Il a donc choisi de prendre cet exemple, celui de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP, au cours préparatoire, les cours d'arabe. Je pense que c'était une erreur et que c'était pas une bonne chose pour la République. Je suis un peu estomaqué que notre collègue Roger Chudeau puisse exprimer un avis personnel qui est totalement contraire au projet du Rassemblement national, a depuis corrigé Marine Le Pen en personne. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a vivement réagi, lui aussi, à ses propos. Et après avoir beaucoup attaqué la gauche au cours de cette campagne, eh bien, le président de la République s'en est pris frontalement cette fois au RN. Ce qui se joue dans la parole désinhibée qu'on a ces derniers jours, le racisme ou l'antisémitisme désinhibé, dit quelque chose d'une trahison profonde de ce qu'est la France, ses valeurs, de ce qu'est notre République et ses valeurs. Et cela, nous devons le combattre avec force. Et on doit s'indigner de ces choses-là. Parce que ça n'est pas de la politique, parce que ce n'est pas simplement un vote, c'est la possibilité même de vivre ensemble. Ensemble. Emmanuel Macron qui promet la plus grande clarté de son camp dans les circonscriptions qui verront s'affronter en duel des candidats du RN et ceux du nouveau Front populaire. Et on en vient aux dernières lignes d'avant ce premier tour avec le Rassemblement national toujours largement premier. En hausse même, plus un demi-point, 36,5% des intentions de vote désormais pour le RN. Le nouveau Front populaire de son côté reste à 29, puis la majorité ensemble, troisième baisse à 20,5% des intentions de vote. Enfin, 2 chiffres en hausse, 67% des sondés désormais ont l'intention de voter, 67%, et ils sont même parmi eux 83% à se dire sûrs de leur choix aujourd'hui dans ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, le dernier avant le premier tour. Et on termine par un affrontement fratricide en Essonne. Le patron de Debout la France et député sortant Nicolas Dupont-Aignan affronte un ancien proche, le patron LR du département de l'Essonne, François Durovray. Ce dernier s'est éloigné de lui depuis son rapprochement avec le RN. Nicolas Dupont-Aignan, agacé par l'ambiance de cette campagne. Tous les jours, on entend une catégorie professionnelle nous expliquer qu'elle ne respectera pas
le résultat du suffrage universel. Que ça soit sur la démocratie, qu'elle fait un bras d'honneur. Un jour, ce sont les journalistes, un autre jour, ce sont les magistrats, un troisième jour, ce sont les proviseurs d'établissements scolaires. Mais on marche sur la tête. Comment accepter cela? Et puis on apprend aujourd'hui que les chefs d'État européens, dont M. Macron, ont décidé de reconduire Mme van der Leyen, présidente de la Commission de Bruxelles. C'est un nouveau coup d'État contre la démocratie. Nicolas Dupont-Aignan, député sortant et candidat dans cette 8e circonscription de l'Essonne, candidat dans lesquels il y a aussi Béranger Cernon du Nouveau Front Populaire, le centriste Jean-Baptiste Taoffinenois, le Chantal Duboulet de Lutte Ouvrière, Lolita Duquesnoy ainsi que l'écologiste Amina Bouataflaoui. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Notre grand débat du jour avec cette question, Philippe, puisque on va revenir sur ce sujet. Construire un bloc central entre la gauche et le RN, c'est l'ambition de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui fait campagne pour soutenir ses candidats. Alors parlons vrai. Est-ce qu'un bloc central peut renaître dans la politique française? Giscard disait que la France voulait être gouvernée au centre. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Et à cette question, un bloc central peut-il se reconstruire après les législatives? Vous dites non à 83%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité Christophe Plassard est avec nous, député sortant Horizon de la Charente-Maritime, 5e circonscription. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question avant de partir en pub, est-ce qu'il y a une place pour une nouvelle majorité parlementaire? Bonsoir, merci de votre invitation. Oui, je le pense. Je vous donne un seul exemple, la vie locale. Voilà, regardez ce qui se passe dans les communes et dans les départements, ça fonctionne. Ok, on en parle dans un instant, bougez pas. 0826 300 300, soyez les bienvenus, on est ensemble. On va essayer de garder le cap jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. C'est pas organisé là. C'est comme des cheveux ébouriffés aujourd'hui. En tout cas pour ceux qui en ont. Des quoi? Des cheveux. Je vous enverrai une photo, Philippe David. Vous verrez. Vous allez voir, c'est très étonnant. Voilà, d'avoir des cheveux, c'est ouf. Philippe Bilger est avec nous, avec Michael Sadoun et René Chiche, bien entendu, au 0826 300 300 et vous. Et notre vraie voix du jour, Franck, qui est avec nous. En attendant, bienvenue à tous. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je suis venu vous demander de faire le bon choix pour la France. Ce choix, c'est celui des élections législatives. L'extrême centre ou le poison français, les 3/4 des électeurs qui se sont exprimés, ce qui est quand même assez fort, se sont exprimés pour 3 projets. Un projet d'extrême gauche, à gauche, un projet d'extrême droite, à droite, et ce que je qualifierais comme un projet d'extrême centre, si on veut qualifier le mien. La confusion n'épargne pas non plus le centre. Extrême centre. Pour gouverner au centre, on a besoin du centre. Édouard Philippe veut donc créer un bloc central en campagne pour soutenir ses candidats aux législatives. L'ancien Premier ministre veut élargir et stabiliser une base politique de la droite conservatrice à la gauche social-démocrate pro-européenne. Il espère attirer l'électorat de Raphaël Glucksmann et d'autres figures de la gauche pour former une coalition robuste, capable de gouverner efficacement. Alors parlons vrai, est-ce que le ni gauche ni droite peut être une réalité politique? Est-ce que la France étant plus polarisée que jamais, cette reconstruction est condamnée si elle se faisait à être marginale dans les urnes? Et à cette question, un bloc central peut-il se reconstruire après les législatives? Vous dites non à 83%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et Christophe Plassard est avec nous, député sortant Horizon de la Charente-Maritime dans la 5e circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord un tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Alors le projet d'Édouard Philippe est tout sauf absurde. D'ailleurs, il faut bien voir, et ça a été rappelé dans la présentation du sujet, que Valéry Giscard d'Estaing, en espérant réunir 2 Français sur 3, n'était pas loin de cette aspiration à un bloc se réunissant sur l'essentiel. Simplement, dans la mesure où c'est repris, François Bayrou a encore dit hier qu'en réalité, seul le bloc central avait de l'avenir. Il faut bien voir que
le centrisme n'est pas lucide et pertinent parce qu'il est le centre. Il ne devient un milieu valable que s'il est juste lui-même. Et donc, on a eu des tentatives de centrisme de ce type-là, mais qui ont toujours périclité parce que on a eu de la mollesse, mais on n'a jamais eu un pouvoir véritablement fort, et on peut douter de Édouard Philippe, qui a beaucoup d'Alain Juppé en lui encore. Mickaël Sadoun, c'est du nini? Oui, c'est du nini. C'est une tentative, je crois, de faire du Macron sans Macron, mais je pense que sincèrement, ça ne réussira pas. Philippe parlait de Valéry Giscard d'Estaing. Je pense que les temps ont énormément changé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Les enjeux qui s'opposent au pays ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. On était à l'époque sur des questions largement économiques et européennes, avec notamment l'inflation qui a préoccupé les années 70 puis 80 avec la montée du chômage. Aujourd'hui, les Français ont envie de parler d'immigration. Je pense qu'Édouard Philippe d'ailleurs l'a compris, puisqu'il a parlé de la renégociation par exemple des accords d'Évian, puisqu'il parle parfois d'immigration en lançant une pierre à droite. À mon avis, ça ne marchera pas, puisqu'il y a fondamentalement une incohérence maintenant dans ce projet. Dès qu'il lancera une pierre à droite, c'est la gauche social-démocrate qui désertera. Dès qu'il lancera une pierre à la gauche, c'est la droite conservatrice qui désertera. Je pense que l'ADN du macronisme n'était pas dans une cohérence idéologique, elle était dans le fait que comme ça gagnait, il y avait un positionnement social qui était agréable pour les gens qui votaient pour Macron. Je pense que c'était largement ça. L'ADN du macronisme, c'est qu'il gagne. Or, maintenant, il gagne quand même beaucoup moins parce que les gens se sont radicalisés et qu'ils ont envie de solutions très concrètes pour le pays. Donc, à mon avis, ce sera une tentative ratée. Non, absolument. Non, mais si j'ai bien compris, Édouard Philippe rêve de ce bloc central après législative. C'est-à-dire qu'en fait, il mise sur une assemblée où aucun parti n'aurait la majorité. Hein, c'est bien ça qu'il veut. Hein. Il parle pas dans des années. Lui. C'est tout de suite après le deuxième tour. Horizon 10 jours. 2027 quand même. Non. Édouard Philippe espère après le 7 juillet qu'il n'y ait pas de majorité du tout à l'Assemblée, que ça soit une sorte d'assemblée ingouvernable, et donc à partir de là, il espère créer autour de lui, ramener certainement des LR, ramener des sociodémocrates, ramener pourquoi pas quelques écolos macro-compatibles, mais c'est un fantasme. D'abord pourquoi ? D'abord parce que ça va se heurter à une arithmétique. Si on se fie aux derniers sondages, qui sont quand même pas trop trompés, je pense pas qu'ils vont se tromper d'ici le 30 juin, on va avoir à peu près, voyons le plus haut niveau pour ensemble, disons peut-être 120 députés, si vraiment ils font point un gros en haut, hein, voilà, comme point on dit en haut. mécanique. Hein. Mais vous vous rendez compte si pour avoir une majorité, pour ramener à eux, pour avoir ce fameux bloc central, pour amener des sociodémocrates, des LR éventuellement, des LR, mais c'est impossible, c'est un fantasme. Je pense qu'il fait ce discours parce que je pense qu'il sent la défaite et il prépare quand même son terrain pour lui. Là, oui, d'accord, pour 2027, mais pas tout de suite. Là, c'est du fantasme. On va demander alors, un invité. Christophe Plassard, député sortant Horizon de la Charente-Maritime et qui est en campagne électorale. Vous avez entendu l'avis des vraies voix, Christophe Plassard. Est-ce que ce grand centre, c'est pas la quadrature du cercle, finalement ? Alors, vous serez pas étonné si je vous dis que je suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu. Ah bon ? C'est surprenant. Je pensais que je vous avais convaincu. Ben non. Alors, à mon tour de vous convaincre. Oui, l'idée, c'est pas ni, c'est et. Aujourd'hui, ce que vous avez évoqué et sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est qu'on n'aura pas un parti, comme on l'a connu au temps du RPR ou au temps du PS, qui arrive avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oui. C'est un fait. J'irais même dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment une conviction, et c'est même une réalité quand on regarde les dernières élections. À partir du moment où on a cet état de fait, et qu'il faut gouverner la France, il faut donc construire un commun avec lequel on va pouvoir travailler. Et ce commun, c'est pas de construire une politique du centre en se disant voilà mon projet, soit vous y adhérez, vous êtes avec moi, soit vous y adhérez pas et vous n'êtes pas dans la majorité. C'est de dire voilà ce que je pense. Voilà mon programme, voilà comment je me positionne. On fait confiance aux Français et on voit à quoi ressemble l'Assemblée. Et une fois que l'on a ces éléments-là, on se met autour de la table et on travaille. Quelle est la partie, quel est le socle sur lequel on peut s'entendre ? Il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'entendre. L'école, la défense nationale, le logement. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on peut trouver un consensus, aussi bien avec des LR modérés, et on voit aujourd'hui que le parti LR est en recomposition, donc ça va bouger. De la même façon... Certains disent qu'il est en décomposition, hein, même. Non, ça, je vous laisse le soin pas. je vous laisse le soin du qualificatif.
Et puis de la même façon, au PS, on voit bien l'écart qu'il peut y avoir entre effectivement les personnes qui ont pu adhérer à la démarche de Raphaël Glucksmann pendant les élections européennes, et ensuite la clash que l'on voit aujourd'hui, Front Populaire. Et que donc, ces personnes-là, de droite comme de gauche, avec un parti comme celui d'Horizon qui clairement se positionne à droite, on se met autour de la table et on voit ce que l'on peut faire en commun. Je vous donne qu'un seul exemple. Moi, j'ai travaillé sur le logement, et notamment sur le logement saisonnier et sur la location courte durée. J'ai travaillé avec Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, j'ai travaillé avec Inaki Echanis du PS et avec un sénateur LR. Et franchement, on a les mêmes problématiques dans le Pays Basque, sur l'île d'Oléron ou à Paris lorsqu'il s'agit du logement saisonnier. On est capable de traiter ces sujets-là. Et je pense que quand vous regardez à l'Assemblée nationale ce que l'on a voté depuis 2 ans, j'ai pas les statistiques exactes, mais 70 à 80% des lois ont été votées avec des larges majorités. Lorsqu'on parle de l'industrie verte, les socialistes l'ont voté. Lorsque l'on a parlé de la loi immigration, une partie des LR l'ont voté. Donc, la réalité de ce que l'on voit à l'Assemblée, on a vu ce que ça a donné en introduction, et ce que je vous disais au niveau des municipalités. Moi, je suis dans une municipalité avec un maire LR, je suis dans son opposition, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est capable d'avancer ensemble. Et ça, vous le trouvez dans énormément de municipalités. Et c'est fort de cette expérience du terrain, puisqu'Horizon est un parti de maires, est un parti d'élus locaux, que pour nous, c'est pas une utopie, parce qu'on le vit tous les jours. Oui, mais vous parlez que de micro-sujets. Monsieur Plassard, vous avez brillamment développé votre argumentation, et vraiment, mais je me pose une question. À supposer que cette entente, cette complicité intellectuelle et politique de bonne aloi soit possible, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour réussir justement cette entente entre des pensées diverses, on va être amené, vous seriez amené peut-être à réduire le programme que vous voulez pour la France à un petit dénominateur commun. Au fond, à accepter une modestie intellectuelle et politique, alors que notre pays peut-être exigerait des remèdes plus vigoureux. C'est le problème. Si l'école, si la défense, si la souveraineté de notre pays, si le logement, pour vous, ce sont des petits sujets. Non, mais la souveraineté, personne ne la défend au centre. Désolé de vous le dire. Et on n'arrête pas d'entendre parler de souveraineté européenne pour la bonne raison que la souveraineté nationale n'intéresse absolument pas le bloc central. Ici, a intéressé extrêmement tardivement à la lueur du Covid, parce qu'on a découvert qu'on était extrêmement dépendant sur des produits de première nécessité, et notamment les produits pharmaceutiques. Mais désolé de vous dire que c'est un mot qui est encore connoté relativement à droite, et que le centre l'a laissé échapper pendant des années parce qu'elle a considéré que parler de souveraineté, c'était être quasiment un semi-fasciste. Donc je pense, comme Philippe Bilger, que le programme va être réduit à peau de chagrin, et qu'on aura éventuellement une campagne sur une personnalité et pas sur un programme, comme l'a fait Emmanuel Macron. Alors ceci dit, vous avez un avantage dans votre camp, c'est que Édouard Philippe est une personnalité que je trouve éminemment sympathique et très talentueuse en politique, très sincèrement. Mais ce sera, à mon avis, une campagne beaucoup plus personnelle que programmatique. Il répond, je suis pas d'accord avec vous, et je vais vous donner un exemple. Non, et on revient sur la souveraineté et sur les sujets de défense. Il se trouve que j'étais pour partie rapporteur de la loi de programmation militaire. Regardez comment elle a été votée. Et elle a été votée relativement largement en embrassant justement l'espace que je vous décrivais tout à l'heure. Non mais excusez-moi, monsieur. Je vous invite aussi à relire le livre qu'avait écrit Bernard Guetta, qui était un échange entre Alain Juppé et Michel Rocard. D'accord. Et vous verrez que... Non mais monsieur le député, au-delà des programmes et des projets qui est tout à fait intéressant d'en parler actuellement, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le débat. Lorsqu'on dit est-ce qu'un bloc central peut se former après les législatives, moi je parle concrètement, et je pense que les auditeurs Sud Radio vont aussi vont vouloir écouter un peu du concret. C'est tout simplement arithmétique. Si vous avez 100 à 120 députés, on est bien d'accord, ensemble Horizon, comment faites-vous pour arriver à 290 députés? D'où allez-vous trouver ces députés sociodémocrates, écolos, LR? Vous allez alors peut-être débaucher aussi, peut-être, je sais pas, peut-être des RN. Quelle est la stratégie? Parce que quand même la politique, c'est aussi de l'arithmétique, hein. Ce sont des gens. Les députés, c'est un nombre. Il en faut 289. Là, vous allez être à 100, à 120. Bon, comment vous faites? Expliquez-moi concrètement comment vous allez faire pour avoir une majorité, non pas laissez-le parler. Non pas, non, Charline, non pas sur un projet, mais sur vraiment une certaine durée législative. Franck nous attend au standard aussi. Allez-y, Christophe Plassard.
Oui, bah, d'abord, pour parler d'arithmétique, il faut avoir des chiffres. Aujourd'hui, on ne les a pas. Il ne vous a pas échappé qu'on est au premier tour et que les projections et les statistiques que l'on a sont des statistiques nationales. Moi, j'ai pas vu un seul sondage sur ma circonscription. Et j'ai le sentiment, par rapport au terrain que je connais bien, que en rien, les chiffres que je vois reflètent ceux de ma circonscription. Ensuite, on va voir au soir du premier tour la configuration que va prendre l'Assemblée. Et on a connu déjà par le passé des seconds tours qui ne renversaient peut-être pas, mais qui modifiaient très largement ce qui pouvait être les attendus du premier tour. Donc, de toute façon, on part pas en politique avec l'idée de perdre. On part avec l'idée de convaincre. On fait une proposition, elle est différente peut-être. Elle est peut-être disruptive selon ce que vous pensez vous, mais c'est pas parce qu'elle est différente et qu'elle est statistiquement pas présente dans des sondages qui sont des sondages nationaux que c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est une proposition qu'on fait aux Français. On verra comment ils votent. Christophe Plassard, on a Franck au 0826 300 300. On vous écoute, Franck. Franck, il est député. Il n'est pas député, mais dépité. Et pourquoi? C'est affligeant de voir comme ce monsieur, estimable au demeurant, n'a rien compris et que tous ces corréligionnaires ne comprennent rien. On attend le deuxième tour, on voit ce qui se passe et après on regarde. Non, c'est pas comme ça que ça marche, monsieur. C'est plus comme ça que ça marche. Monsieur Édouard Philippe veut un bloc du centre tiré de droite conservatrice jusqu'à la gauche social-démocrate. Moi, je suis désolé, la gauche social-démocrate, j'en veux pas. Voilà, je veux la droite conservatrice. Et quand vous dites, on regarde ce qui se passe, après on se met autour d'une table et on discute, non monsieur, ça nous va pas. Nous, on veut des gens qui s'engagent, qui ont une colonne vertébrale et qui disent, je vais faire ci, je vais faire ça, et je m'y engage. Votre discours, on n'en veut plus, monsieur. Après, Franck, c'est ce qu'il dit. Lui, il a des propositions. Vous y adhérez, vous y adhérez pas, Christophe Plassard. On écoute Christophe Plassard. J'entends ce que dit votre auditeur en disant on a une colonne vertébrale, on y adhère pas. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je ne crois pas, mais c'est ma conviction, elle est partagée ou pas, que l'on aura un seul bloc capable d'amener une majorité absolue. Donc, d'aller devant les électeurs en disant voilà ce que l'on va faire, mais en sachant très bien que la majorité absolue est quasiment inatteignable maintenant partout et à chaque élection. On l'a vu aux dernières élections et les projections que l'on a aujourd'hui, elles sont très hypothétiques et elles ne vont pas forcément vers la majorité absolue. En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce serait mentir aux électeurs de vous dire voilà mon programme et je vais l'appliquer. Et d'ailleurs, les personnes auxquelles je m'oppose aujourd'hui dans les élections nous proposent un programme et déjà commence à avoir des renoncements. Donc si c'est pour faire des promesses aux électeurs, sachant très bien qu'on ne pourra pas les appliquer, moi je suis désolé, j'ai pas l'impression d'être dans le mensonge quand je dis voilà ma colonne vertébrale, voilà où je veux aller, mais il y a un commun qui peut être développé avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas les mêmes idées que moi sur la totalité de mes idées ou de mes volontés. Merci beaucoup en tout cas Christophe Plassard d'avoir été avec nous, député sortant Horizon de Charente-Maritime, 5e circonscription, et vous êtes en campagne mais pas que vous. Oui, il y a outre vous pour Horizon Ensemble, Aymeric Montgeloux pour le Rassemblement National, Anne Brachet pour le Nouveau Front Populaire et Daniel Cassette pour Lutte Ouvrière. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant le qui c'est qui l'a dit avec Franck qui est avec nous. Franck, on demande maintenant à nos auditeurs de lancer la pub. Allez-y. Allô, oui, on demande à nos auditeurs qui jouent avec nous de lancer la pub. Allez, lancez la pub. Ah, pardon, excusez-moi. Eh bien, écoutez, maintenant, pour la survie de Sud Radio, une page de Bien joué. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est à ce moment-là de l'émission où on compte nos amis, voire nos ennemis, j'ai envie de dire, puisque là tout est possible comme à chaque fois, surtout le vendredi. Je sais pas pourquoi. Il y a une petite, on dit oui quand il y a Françoise de Goua machin truc, mais quand il y a René Chiche, c'est pas. René Chiche, le recordman, lui c'est qui l'a dit. Non, c'est fini. Mais non. J'ai ouï dire que vous aviez dit que c'était Virginie Calmès. Oui. C'est moi qui ai fait 19. Non, mais elle a fait 19 avec 0 pour tout le monde. Mais c'était moi. Mais vérifiez. Oui.
Bon, on va Il y avait même Alexandre Delval ce jour-là. Vous savez ce qu'on vous dit? Non, Et quand vous faites comme ça sur votre torse en disant c'est moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un. La République, c'est moi. Enfin, voilà, très attention. Le qui c'est qui l'a dit, Allez, c'est moi. Franck, maintenant que vous avez fait rire tout le monde, vous nous lancez le jingle? Bien sûr. Je vous la fais quoi, style la pomme d'Antenne 2 ou... Bah vous la faites comme vous voulez, mais vous la faites. D'accord, ok. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu avec Franck. Franck, vous avez 5 secondes pour répondre à la question, et sinon ce sont les autres qui doivent répondre. Question, qui c'est qui l'a dit? Ça vient de tomber à l'instant. Ça vaut 3 points. Nous sommes le pays de la mini-jupe, pas celui de la burqa. Franck. Je suis pas celui de la burqa. Oh, ça doit être un peu à droite quand même. C'est un ministre. C'est un sinistre. Là, j'ai pas la... Ah là, là, je suis sec. C'est pas Dupont? Non. Darmanin? Non, c'est un ministre qui s'occupe des sous. Les sous. L'érotisme, mais Des sous, c'est le maire. Le maire, c'est le maire. Ah oui. Ah là, le plus rapide a été Non, René. c'est clair, c'est pas discuté. C'est la seule réponse valable qu'il aura. Ouais, Franck. D'accord, bon. Qu'est-ce que vous dites, Franck? Il a des héroïnes qui mettent pas de mini-jupe. Oui, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Jordan Bardella n'a pas 30 ans, mais c'est déjà un homme politique des années 30. Franck. Et c'était... Non, c'était ce matin sur Sud Radio. Non. Tondelier. Bonne réponse de René Chiche. Marine Tondelier, Je me secrétaire demandais qui avait nationale pu dire une bêtise pareille. d'Europe Écologie. J'aurais dû me référer. Les Verts, si je peux en placer une. Question, qui c'est qui l'a dit? À 2 points. On peut admettre que Jean-Luc Mélenchon représente quelque chose de fort à gauche. Il l'a sauvé. Franck. Oh, dis donc. Comme vous êtes dur aujourd'hui. Bompard. Non. Quatennens, Non, pas Autain, bien sûr. Pour vous, c'est une personne qui a été bannie. Quatennens. Non. Corbière. Delogu. Garrido. Comment Franck? Garrido. Comment Franck? Corbière. Il était banni? Ah non, je vous dis une connerie. Ah. Une bêtise, pardon. Il avait eu des problèmes il y a quelques temps. Coquerel. Eric Coquerel. Je l'avais dit. Ah non, baissez vos bras. Mais non. Il l'avait dit. Mais il l'avait dit. Et vous nous envoyez... Je l'ai pas entendu Il l'a dire. dit vraiment? Il l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit? Il l'a dit. Philippe Bilger l'avait dit. Bon, bah écoutez, 2 points pour Philippe Bilger. C'est dingue. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit sur à 3 points? Depuis les résultats des... Alors, c'est pas un homme politique. Hein. Depuis le résultat des élections, je vomis et j'ai la chiasse. T'es obligé de te sortir les doigts du cul et de faire barrage au RN. Franck, c'est une actrice. Oui, je sais pas, moi. Comment elle s'appelle? Maziro? Oui, Maziro. Bonne réponse de Franck qui marque 3 points. Non, mais Ça me fait de la peine d'être obligé Je d'avoir un n'aurais point. pas voulu prononcer son nom. Mais comment on peut être aussi... c'est le mode de... Mais quelle horreur. Mais c'est un quel club. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points. François Bayrou est extrêmement outrancier dans cette campagne. Marine Le Pen. Bonne réponse de Franck qui fait sa remontada. Il est bon, hein? Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Meyer Habib est un personnage effroyable, ignoble, détestable, un soutien absolu de monsieur Netanyahou. Franck. Oh, ça doit être... Monsieur Bompard ou son copain là. Non, c'est Autain. Bonne réponse de René Chiche, Clémentine Autain, et il marque encore 2 points. Encore 2 points possibles pour vous, peut-être Franck. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? La France va connaître une fin d'année, si c'est le cas, si nous devions perdre, extrêmement difficile. Darmanin. Bonne réponse. Gérald Darmanin, bravo. Écoutez, il n'entend même pas les questions. C'est fort. Hein. Je suis désolé, Cécile. C'est pas poli ce que j'ai fait. Non, mais c'est pas grave. La dernière question à 2 points. Mais vous avez tellement de cadors sur le plat que Moi, j'aurais pas dit Cador, j'aurais dit Cassos, mais c'est pas grave. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur les propos de Marine Le Pen? Ce qu'a fait Marine Le Pen est un tournant grave. Ils ne sont pas élus. Ils considèrent que c'est déjà fait peut-être. Et ils se ruent déjà sur le bouton nucléaire. Franck. C'est Macron peut-être. Bonne réponse de René Chiche. Ouais, René Chiche, the winner. Et oui, René Chiche, 9 points. Comme tous les vendredis. Franck, 7 points. Philippe Bilger, 2 points. Et Mickaël Sadoun. La honte internationale. La ficha, l'archouma, comme on dit. L'essentiel, c'est de participer. J'ai bien participé, hein, c'était super.
Franck, et vous donnez vos points à Philippe Bilger? Ah ben il est adorable, d'autant plus que j'en avais 2 usurpés. Franck, merci beaucoup d'avoir joué avec nous, merci beaucoup d'avoir participé. Passez un excellent week-end et à très bientôt pour une côte de bœuf avec Philippe David. Dans il a mon numéro de téléphone. À bientôt. Ah, bah je l'ai pas. Je vais demander au standard, je l'ai pas. Voilà. Et comme ça, il y a des amitiés, des amours qui se créent. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Père et fils Clarfeld, même combat. Vous, René Chiche. C'est la fête du cinéma. D'accord, très bien. Avec Mickaël Sadoun. Y aura-t-il enfin des référendums? Allez, on en parle dans un instant. Cette émission, si vous l'avez comprise, vous avez de la chance. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Grand frais. Merci beaucoup, Rémi André. Les vraies voix Sud Radio. Et dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule sur le match de trop qu'il ne faut parfois pas jouer. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur différents supports, d'ailleurs, que ce soit à la radio ou sur le digital. Vous êtes très nombreux à nous écouter de l'étranger. On vous fait des coucous et bien entendu, vous pouvez continuer à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, on vous incite à le faire. Comme ça, vous nous écoutez et vous nous voyez aussi en même temps. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Bonsoir, rebonsoir Félix. Rebonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, si vous n'avez pas fait votre choix pour les législatives, un site pourrait peut-être vous y aider. Un site qui propose un comparateur de programmes réalisé par intelligence artificielle. Tout un programme en soi. Et tout de suite, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt, vu où va se passer mon coup de gueule, entre les gratte-ciel. Parfois, dans la vie, il faut savoir arrêter, ne pas jouer le match de trop. Pour d'autres, ce serait ne pas faire la campagne électorale de trop. Et le moins qu'on puisse dire est que pour Joe Biden, on a vraiment atteint la campagne électorale de trop. Hier soir, son débat face à Donald Trump fut un véritable naufrage. Même les médias de gauche les plus trumpophobes le reconnaissent. Un président qui prononçait des phrases inintelligibles, ce qui fit répondre à Trump une sentence sans appel. Je ne sais même pas ce qu'il dit à la fin de cette phrase, je ne pense même pas que lui-même le sache. Un président raide comme une momie, qui rappelait par certains côtés les Brejnev, Mao ou Tito en fin de règne. La différence entre les USA et que les USA, contrairement à l'URSS, la Chine ou feu la Yougoslavie, sont une démocratie. Comment imaginer que cet homme, qui est le plus puissant du monde, peut réellement diriger un pays vu son état? Comment ne pas se poser des questions en pensant qu'il a sous le doigt près de 7000 têtes nucléaires? On se souvient de Bill Clinton, contre qui avait été lancée une procédure d'impeachment pour une simple gracieuseté, comme dit Philippe Bilger, et on se demande comment une procédure d'impeachment pour raison médicale ne peut pas être lancée contre Joe Biden. La présidentielle américaine est dans 4 mois, il semble urgent, à défaut d'impeachment, d'envisager de lui trouver un remplaçant au plus vite, car encore 4 mois ça ira, mais 4 ans de plus, bonjour les dégâts. Philippe Bilger. Vous avez totalement raison, parce que longtemps, ces partisans ont voulu oublier ce qui crevait déjà les yeux, mais dans un grand moment comme hier soir, il est clair qu'un mélange de sénilité et d'émotion a probablement montré ce désastre. Alors le comble, c'est que hier soir, évidemment, c'est à part, mais il n'a pas dit que des inepties ni fait que des absurdités, ce qui montre bien qu'on peut être au bord d'une sénilité un peu discutable et être tout de même empli de bon sens. J'espère que vous m'en créditerez parfois dans les vraies voix. Moi, je crois que ça prouve surtout que les États-Unis ne sont pas dirigés par Joe Biden. Et je pense que le genre de séquence qu'on a vu hier soir est de nature à nourrir des arguments pour tous les complotistes de la planète qui se disent mais qui dirige les États-Unis? C'est franchement une question qu'on est en droit de se poser parce que ils n'arrivent pas à aller au bout d'une phrase normalement. Donc on l'imagine pas du tout tenir des réunions toute la journée avec des responsables internationaux, avec son cabinet, etc. Donc dans cette perspective, moi je pense que c'est évidemment Donald Trump qui gagnera. Clair. Et je pense très sincèrement que c'est mieux pour les États-Unis parce que franchement là, ce qu'on a vu hier, c'est juste dramatique. Il a un emploi du temps allégé depuis quelque temps. Oui, mais on envisage quand même peut-être le remplacement de Joe Biden. Oui. C'est que Kamala Harris est quand même sur les rangs. Il y a aussi un gouverneur. Ce serait une bonne chose. Je crois qu'il y a le gouverneur de, je sais plus, de Californie. Oui, gouverneur de Californie qui sera en Mais ce qui est quand même en plus terrible, c'est que Biden, j'ai
j'ai pas le temps. Bon, voilà. Là, Allez, vous êtes excellent dans ce moment-là. Vous vous taisez, vous êtes le meilleur. Allez, pour les législatives, un site propose un comparateur de programmes, Félix. Oui, réalisé par intelligence artificielle. C'est bien ça, sa particularité à ce comparateur de programmes. Ça s'appelle arago.app, site qui a traité tous les programmes avec le même modèle pour réaliser une centaine de fiches par thème. Alors, qui dit quoi, par exemple, sur l'écologie, le pouvoir d'achat, l'éducation, des fiches par catégorie aussi. Qui dit quoi sur les fonctionnaires, les entrepreneurs, les smicards, les riches, les vieux, les jeunes. Bref, chacun pourra y trouver son compte. Alors, arago.app analyse aussi la crédibilité des programmes au regard du cadre juridique ou économique existant. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur de la publication de ce média en ligne, Arago. Bonsoir, Pierre-Étienne Pommier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, votre intelligence artificielle, est-ce qu'elle est de droite, de gauche ou objective? Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a utilisé un modèle et on a utilisé le même modèle pour tous les programmes. Donc ça permet d'avoir en tout cas une crédibilité, une objectivité qui est plus compliquée à avoir si on effectue soi-même cette analyse. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du téléphone, parce que c'est vrai qu'on ne vous entend pas très bien. Si vous pouvez le mettre à l'oreille, ce sera peut-être un peu compliqué, peut-être. Mais finalement, elle fait tout, cette intelligence artificielle, sauf l'essentiel. Vous ne pouvez pas confronter les personnalités. Alors, on peut confronter les programmes, mais on n'a pas l'historique de l'ensemble des déclarations qui ont été faites. Et je pense que c'est un intérêt aussi de partir sur en fait des données qui sont des données homogènes. Là, on est parti sur les 3 programmes qui ont été publiés par les principales listes. Et ça offre un élément de comparaison qui est objectif. Moi j'ai une question à poser. Je trouve qu'il y a un peu une impossibilité dans ce que vous faites, mais peut-être que vous allez me répondre. C'est que l'intelligence artificielle est basée sur ce qui existe déjà. Or, la politique, c'est précisément l'art de faire advenir ce qui n'existe pas encore. Parfois, quand on parle du programme du Rassemblement national, certains disent il est illégal, mais précisément la politique consiste à changer la loi. Donc, comment est-ce que vous marchez un peu avec cette contradiction ? L'outil note quand il faut changer les lois et note que certaines propositions, par exemple, sont impossibles dans un cadre européen actuel, et donc il faudra changer les lois européennes. D'accord. Okay. Merci beaucoup Pierre-Étienne Pommier, directeur de la publication du média Arago. Et puis allez voir si vous, quand vous allez avant de voter dimanche, peut-être que ça va vous donner une information, Philippe. Et ça marche très bien. Moi, j'ai testé l'intelligence des vraies voix. Il a dit que j'étais 3 tons au-dessus de tout le monde. Donc c'est vraiment qu'il marche très bien. Non, mais alors ça marche pas. Ah, il y a un bug. Arago.app A2P. Voilà. Arago.app. Merci beaucoup pour cette information, Félix Mathieu. Et puis, dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. De quoi parle-t-on avec René Chiche? Je commence? Oui. Non, c'est pas teasé. Moi, je vais faire un petit clin d'œil sur la fête du cinéma. Avec vous, Michael Sadoun. Gabriel Attal propose enfin des référendums. Et le meilleur pour la fin. Père et fils. Klarsfeld, père et fils. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont dans une forme olympique aujourd'hui, les vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, qui est très détendu maintenant, contrairement à tout à l'heure. Michael Sadoun. Encore plus détendu. Mais ça va pas, non? Mon Dieu. On va filer la métaphore jusqu'à la fin de l'émission. Et non pas enfiler la métaphore. Oui. Bon, il est temps que cette saison se termine. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. David a un peu contaminé Michael Sadoun. Ouais, mais c'est la proximité. Excusez-moi. C'est terrible. Définitivement. Excusez-moi, Madame Cécile. Madame maîtresse Cécile. On va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. L'actualité. Oh là là. C'est bien ça, c'est bien le problème, c'est qu'ils se seront pas rendu compte que l'émission avait commencé. Allez, Philippe Bilger. J'ai envie de dire du bien de Klarsfeld, père et fils. Le père, il y a quelques jours, avait déjà dit que, ayant arbitré entre le Rassemblement national et les filles, il choisirait le Rassemblement national. Évidemment, il a été fortement vilipendé par des gens qui se croient supérieurs à cette personnalité qui a démontré à quel point l'antisémitisme, elle n'avait pas besoin de leçons
Macron pour le pourfendre. Et le fils hier a dit, il faut tout faire pour que LFI ne passe pas. Arnaud Claferme n'est pas un bon avocat. Je l'ai entendu plaider. Il a de la morale, il a des valeurs, mais en politique, depuis quelque temps, il ne dit plus une bêtise et il suit les traces de son père. Donc c'est parfait. René Chiche. Dans la mesure, il partage mon sentiment, je ne peux que l'approuver. Non, moi, comme je suis un peu concerné par le sujet, visiblement, avec Klarsfeld, n'est-ce pas? Et moi, je suis pas d'accord avec Serge Klarsfeld. Hein. Il aurait très bien pu dire, je ne choisis ni l'URN, ni bien sûr le nouveau Front Populaire. Je veux dire, par exemple, hier, Bernard-Henri Lévy a critiqué Serge Klarsfeld. Oui, mais non, mais il a été critiqué. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose. Mais c'est irresponsable. Non, mais je n'approuve pas son choix. Mais vous votez les filles. Non, mais moi, je suis clair, moi, au deuxième tour, entre un RN et un nouveau Front Populaire, je vote blanc. Mais je le dis ouvertement. Mais je crois que c'est un choix irresponsable. Non, mais que de ne pas décider entre le moins pire et le pire. La vieille formule, moi, personnellement, c'est ni peste ni choléra. Parce que je trouve qu'au deuxième tour, c'est pas une question de faire barrage ou quoi que ce soit, ou d'empêcher, c'est pas ma voix qui m'empêche. Moi, c'est une conviction. C'est une conviction. Pour moi, c'est une conviction. Je ne peux pas voter RN. Je n'ai rien contre ceux qui votent RN. Même chez les Juifs. D'ailleurs, on parle souvent d'un vote juif RN. Je sais pas d'où on sort ça. Il y a des sondages qui l'ont montré, qui sont informels. Mais il n'y a pas de statistiques. Excusez-moi, il n'y a pas de statistiques ethniques sur le vote des gens. On ne sait pas pour qui votent les gens. Alors, c'est pas à raison de l'appartenance, mais à raison de la déclaration d'appartenance religieuse. Et ça, c'est déjà fait. Un sondage, ça concerne pas les 450 000 juifs de France, pour commencer. Donc moi, je trouve qu'il a fait une erreur. Un sondage présidentiel, ça concerne pas. Il a fait une erreur. On écoute Mickaël Sadoun. Je trouve qu'il a fait une erreur. Non, mais moi, je suis pas à dire s'il a fait une erreur ou pas. Je pense que simplement, cette déclaration est révélatrice d'un fait. C'est que les Juifs de France sont tellement préoccupés par la situation et par leur avenir dans ce pays qu'ils en sont plus à se demander qui est intimement antisémite ou pas. Ils en sont simplement à se poser la question qui représente demain un danger pour les Juifs de France. Alors après, la question du sentiment personnel et de savoir qui pense quoi en son âme et conscience, je pense que c'est totalement sorti de leur considération. Serge Klarsfeld en est l'incarnation. Je pense pas qu'il donne de blanc-seing au RN ou à toutes les parties prenantes du RN. Simplement, il dit demain quel programme est le plus dangereux pour cette communauté-là. Et moi, je pense qu'il a entièrement raison. Mais je crois qu'il faut pas non plus vous laisser berner par le niveau de discours du Rassemblement national qui se fait maintenant ouvertement pro-juif. Je vous signale que Marine Le Pen est toujours interdite de séjour en Israël. Elle n'est jamais reçue en Israël. Et alors elle y est allée. Mais pas du tout. Philippe. Elle n'a jamais été reçue en Israël. Alors bon, non, vous vous trompez. Elle n'a jamais été reçue en Israël. Pour l'instant, Israël n'a jamais. Non, mais ça prouve quelque chose. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur selon vous. Et pour être allé en Israël et avoir parlé. Je ne me laisse pas berner par le RN. Et d'ailleurs, on se rend compte, même le discours là du Chunot, là, je crois qu'il s'appelle Roger Chunot, là. Ça prouve bien que derrière le discours officiel du RN. Ne criez pas. Pardon. Bah oui, mais ça m'emporte, c'est un peu de passion. Ça fait du bien qu'on a de la passion, vous savez. Je crois qu'il y a des personnalités différentes au RN. Il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche et des gens qui, en effet, sont dans une démarche de stratégie. À ces conditions, vous pouvez dire aussi qu'au nouveau Front Populaire, que j'exècre, d'ailleurs, j'avais même dit pourquoi je hais ce LFI. Il y a aussi des personnalités qui ne sont pas du tout antisémites. Est-ce que François Hollande est antisémite pour vous? Mais René, il y a des personnalités dans les deux camps. Mais laissez-les répondre. Oui, mais ce qui compte, c'est une stratégie qui est dégagée et qui est perçue aussi. Quand Rivarol rend hommage à Jean-Luc Mélenchon et dit que Marine Le Pen a un parti enjuivé, il y a quand même une perception par les antisémites un peu officiels du pays qui va plutôt favorablement à la gauche et défavorablement à Marine Le Pen. Alors après, ce qui se cache derrière, c'est autre chose. Mais on peut pas dire que Marine Le Pen donne à manger aux antisémites qui resteraient au RN. C'est ça qui compte. Non. Ah, on peut pas. Non, là, parce qu'il y a d'autres tours de table de l'actualité. On avait des choses à vous répondre, mon cher. Et moi, j'en avais d'autres aussi. Non, mais allez-y, on va se débrouiller. Votre raisonnement, je le trouve très dangereux. Philippe, vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Non, pas du tout. À une certaine époque, on avait raison de dénoncer Jean-Marie Le Pen, ses délires historiques et antisémites. Mais tout à l'heure, vous avez eu le raisonnement que tient la gauche en disant mais ils n'ont pas changé. Autrement dit, ça veut dire, et je rejoins Mickaël, qu'on a beau faire, Marine Le Pen n'a jamais été prise en flagrant délit d'antisémitisme. Elle dénonce les délires historiques
l'Afrique de son père, et vous venez dire, mais ça n'a pas d'importance. Attendez, vous vous souvenez pas lorsqu'elle a été au dîner avec les Waffen-SS, vous vous en souvenez ça ou pas? Et le rêve. Non, mais c'est pas le problème. De toute façon, là n'est pas le problème. Moi, je vous dis, c'est un choix de conviction. On parle de Clarster, moi, je ne peux pas voter pour le Rassemblement national. D'accord. Et je ne pense pas que le Rassemblement national va d'abord on est dans une situation où on est en train de se dire, vous imaginez, Mickaël, on est juifs tous les deux, hein, on est bien d'accord. On est en train de se dire qui va défendre voilà, là, ouais, on l'a jamais dit. On est en train de se dire qui va défendre les juifs de France. Mais non, mais pas du tout, parce que d'abord c'est se mettre dans une situation terrible. Si c'est le cas, vous voyez, si c'est le cas, et moi en plus j'ai des la situation non, mais si c'est le cas, alors si c'est vraiment le cas, je préfère quitter la France et aller vivre dans un autre pays, voire en Israël, vous voyez. Là, je serai cohérent, et ça sera peut-être le cas d'ailleurs. Ce qu'il y a bien, Cécile, c'est que dans les vraies voix, l'ambiance n'est jamais Mossad. Ouais. Bien joué. Voilà, c'est ça. Il vous reste 1 minute 20, René, pour parler de la fête du cinéma. Je vais vite expliquer ça. Bon, au départ, je voulais faire quelque chose sur Biden-Trump, mais c'est pas du votre niveau, donc je me suis dit, je vais mettre un autre niveau. Non, je m'en suis chargé. Non, alors un peu de détente, oui. Justement. La fête du cinéma, ça a lieu à partir du 30 juin, le jour de l'élection. Oui. On va se détendre un peu. Ça coûte 5 € la séance jusqu'au 3 juillet. Alors quelques petits conseils pour aller voir quelques bons films pour essayer d'un peu oublier ces dialogues, ces débats qu'on a. Direct, alors je vous conseille quelques films. Ceux qui n'ont pas vu par exemple, déjà un petit truc en plus, allez-y, même si ils n'ont pas encore vu. Mais surtout allez voir pour l'instant 8 millions. Allez voir. Alors par contre, allez voir de manière absolue Le Comte de Monte Cristo. Si vous avez un choix à faire, allez-y. Alors vous l'avez vu déjà, Philippe? D'accord, ok. Ouais, j'ai quelques conseils encore. Un autre film dans un autre style qui va nous rappeler un peu le Covid. Ça s'appelle Hors du temps d'Olivier Assayas. C'est 2 couples qui sont dans une maison de campagne qui vivent le Covid, et c'est à la fois drôle, subtil, élégant. Je vous conseille ce film, c'est excellent. Si vous voulez encore un autre film pour vous détendre, là je fais un peu Empire Tchernia, une comédie française, mais quand même pas mal écrite, La famille Hendrix avec Danny Boone, écrite par sa compagne Laurence Arnay. Vous voyez, un peu de bonne humeur là. Ouais, j'essaie un petit peu de. Et aussi un autre. Non, c'est pas nul. Je vous prends le Philippe, c'est pas nul. C'est pas nul. Extrêmement tranché. Non, c'est pas nul. Oui, alors lui. Par contre, un dernier film, je le conseille. Un dernier film. Calmez-vous. Super surprise que j'ai découverte à Cannes, Les Fantômes, un film français sur la traque des agents criminels syriens en France. Non, mais c'est un excellent film, à la fois un peu d'espionnage. Je vous le conseille, un film de Jonathan Millet, Les Fantômes. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais en vrai, visiblement, Cécile va me censurer, donc je porterai plainte. Non, mais bravo. Il m'épuise. Moi, il me faut 15 jours avant de le faire revenir René Chiche. Mickaël Sadoun, Gabriel Attal qui promet des référendums. On en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17 Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. Et ce soir, on sera content finalement quand il sera 19h. Vu qu'on entend hors antenne. Ma chère Cécile. C'est-à-dire que René Chiche, il a dû manger un lion ou un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi, avec Mickaël Sadoun et avec Philippe Bilger. Sur certains sujets, on débat. Voilà, c'est exactement ça. C'est bien. Et le tour de table de l'actu de Mickaël Sadoun, c'est Gabriel Attal qui promet finalement des référendums. Oui, exactement. Alors Gabriel Attal a dit que s'ils arrivaient évidemment à trouver une majorité, dans l'hypothèse où il resterait Premier ministre, il pourrait proposer peut-être, je précise le mot peut-être qui est dans le texte, il pourrait proposer un référendum chaque année. Je trouve que la proposition est un peu culottée, pour ne pas dire totalement cynique, parce que on peut pas dire que les référendums aient jalonné le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et cette année de pouvoir d'Emmanuel Macron. Ils ont toujours refusé d'en organiser. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, il n'y en a eu aucun. Et je dirais même que quand ils ont été interrogés sur l'idée même d'un référendum, ils ont toujours été défavorables, notamment sur l'immigration. Emmanuel Macron a dit qu'il n'organiserait pas de référendum parce que le sujet divisait trop le pays. Alors 75% de Français qui sont d'accord sur le sujet, il me semble que le pays n'était pas totalement divisé sur la question et qu'on aurait pu le faire. On aurait même pu le faire d'ailleurs à l'issue des européennes plutôt que de faire une dissolution qui fout un peu le bordel dans le pays. Je pense même que le référendum, j'irai plus loin, est totalement contradictoire avec l'esprit du macronisme qui est
un élitisme, une technicisation de la politique qui considère que le peuple est gouverné par des passions et que ces passions sont dangereuses pour la démocratie. Donc, je trouve que la proposition est un peu culottée. Personnellement, je n'y crois pas parce que ça ne correspond pas à la philosophie politique de ceux qui nous dirigent. Mais maintenant, voyons voir, tout est possible. Oui. Je vous rejoins absolument, Michael. Au fond, le référendum, c'est un peuple qui s'occupe de ce qu'il regarde. Oui. Et pour rien au monde, Emmanuel Macron ne veut de ça. Et Gabriel Attal, je le vois, cette aspiration au référendum comme une très légère pierre jetée dans le jardin de son patron. Oui, alors moi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Moi qui suis plutôt pro-Macron, je trouve cette proposition d'Attal qui est quand même d'abord complètement démagogique et qui est totalement en plus personne n'aurait jamais cru que Attal ait proposé un référendum chaque année. Et c'est là l'erreur de Macron aussi. C'est ce qu'il aurait dû faire après les européennes. Moi c'est là qu'il aurait dû faire un référendum. Après les gilets jaunes, c'est là. Après les gilets jaunes, exactement. Oui, alors les gilets jaunes, bien sûr, n'en parlons pas, bien sûr. Totalement. Mais là, franchement, est-ce que quand même c'est pas la preuve que la 5e République a profondément changé, puisque sous De Gaulle, on avait référendum sur référendum. Sous Pompidou, il y en a eu un de mémoire, c'est l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Giscard, pas de référendum. Et après, ça a été des référendums pour le quinquennat, etc. Est-ce que la 5e République n'a pas changé de nature ? Elle a changé de nature parce qu'elle a été, encore une fois, parce que les élites d'abord sont différentes et que pour porter la 5e République, il faut une personnalité comme De Gaulle qui est capable de quitter le pouvoir quand il est désavoué par le peuple. Puis ensuite, elle a été complètement déchirée et fracturée parce qu'elle a légué une partie du pouvoir de l'État d'abord aux collectivités territoriales, aux régions, mais ça c'est un autre sujet, mais surtout à l'Union européenne. Et l'Union européenne n'aime pas les référendums, parce que le référendum permet d'aller contre l'Union européenne. Juncker disait que la démocratie s'arrêtait au traité européen il y a quelques années d'ailleurs. Elle a changé de personnalité. Mais bien sûr, l'Union européenne n'aime même pas le vote. Souvenez-vous d'Ursula von der Leyen qui est allée en Italie avant l'élection de Meloni pour dire si Meloni est élue, il y aura des difficultés avec l'Italie. Ce sont des gens qui détestent la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pour revenir sur le référendum, ce qui est assez dingue, c'est que ce qui n'était pas possible le devient aujourd'hui. Voilà. Non mais moi je trouve que et ça c'est à quel point on se sert de Gaulle pour le pire, on a peur parce il est parti au lieu de voir le meilleur, c'est-à-dire un homme qui soumet au verdict du peuple. Mais évidemment. Ça c'est ce qu'il aurait dû faire. D'ailleurs en plus, excusez-moi, la proposition d'Attal en plus de faire un référendum chaque année. Moi, en plus, je trouve ça un peu totalement irréaliste. Déjà que la société est en constante ébullition, faire chaque année un référendum, ça me paraît pas très réaliste. Mais surtout un référendum sur quoi ? Oui, d'abord sur quoi ? Enfin, un référendum par an d'ici 2027, en excluant l'année de l'élection, ça fait 2 référendums. C'est pas non plus énormissime. Donc la proposition en soi est pas très intéressante. Derrière, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Non, on n'y croit pas. Parce que je pense sincèrement qu'il y a un mépris vis-à-vis du peuple. Je le dis très sincèrement. Moi, j'ai été dans les écoles autorisées entre guillemets. Dans les grandes écoles de commerce ou à Sciences Po, machin, j'ai constaté là-bas qu'il y avait une partie des élites intellectuelles du pays qui avait un mépris pour le peuple, qui considérait que le peuple ne devait pas gouverner sa destinée parce qu'il n'en était pas capable. Voilà. Au moment du Covid, on a dit que c'était des incultes et des idiots qui n'avaient rien compris à la médecine. Au moment des gilets jaunes, on a expliqué que c'était les rouges bruns et qu'ils avaient rien compris à l'économie et qu'on allait leur apprendre. Et ainsi va la vie politique maintenant dans le pays. Et je le regrette parce que j'aimerais que le peuple ait un peu plus la voix. Voilà. Oui. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix en cette période de campagne électorale. Les nouvelles méthodes politiques, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et de devenir peut-être un influenceur pour aller chercher une génération un peu plus jeune. Alors parlons vrai. Est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont des vecteurs d'opinion supérieurs aux médias traditionnels ? Est-ce sur les réseaux sociaux que les personnalités politiques créent leur image ? Les candidats sont-ils devenus des influenceurs ? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Et vous, 0826 300 300, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marianne Chapa et j'arrive sur TikTok. Bienvenue dans cette ASMR. Nouveau Front Populaire. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Oui,
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Oh, profitez-en pour appuyer si vous le voulez aussi sur la petite cloche pour recevoir ainsi les notifications des prochaines vidéos, c'est quand même plus pratique pour vous. Story à peine j'atterris, fais des vues, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles, addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. Et donc, ils mènent leur campagne avec les codes des réseaux sociaux. Selon leurs opposants, ils ticktotisent et par conséquent affaiblissent le discours politique. Leurs partisans répondent que ces nouveaux influenceurs politiques s'adaptent simplement à l'époque actuelle pour mieux atteindre les jeunes générations. Une tendance électorale où finalement, la forme prime peut-être sur le fond. Alors parlons vrai, est-ce que les jeunes candidats s'imposent grâce à l'utilisation des médias de leur époque? Est-ce que c'est un leurre, les jeunes votant moins que les personnes plus âgées? Et à cette question, les candidats sont-ils devenus des influenceurs? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, ces jeunes générations de politiques utilisent forcément les moyens techniques de l'époque. Alors, je pourrais dire que les réseaux sociaux et TikTok en particulier ont créé une classe politique qui leur ressemble. Mais je voudrais nuancer, approfondir mon propos et dire que, au fond, je me demande si cette jeune classe politique n'a pas, d'une certaine manière, créé les moyens de communication qui correspondent à son inculture et à sa pauvreté du langage. C'est une question que je pose à mes amis. Mickaël Sadoun. Je pense qu'il y a toujours eu un contact entre la politique et les médias. C'est naturel, puisque un homme politique ne pouvant parler à tous les citoyens auxquels il s'adresse, il a besoin de parler à des moyens de communication qui sont sa médiation avec un public plus large. Aujourd'hui, il se trouve que c'est les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Donc c'est pas condamnable en soi. Ce qui est condamnable, c'est le niveau après auquel s'abaissent les hommes politiques dans ces médias. Et c'est là que je condamne une espèce d'inversion, c'est qu'auparavant l'homme politique était une espèce d'homme supérieurement intelligent, entre guillemets, d'une grande classe, d'une éducation supérieure, et on demandait aux gens de s'élever jusqu'à ce niveau, parce qu'on les considérait dignes de s'élever jusqu'à ce niveau-là, et je trouvais ça bien. Et aujourd'hui, on a une inversion totale, c'est-à-dire que c'est le politique qui rejoint le peuple dans ses travers les plus médiocres et dans ses aspirations les plus basses. Il plonge dans la fange en permanence. Quand je vois Emmanuel Macron qui a invité McFly et Carlito à l'Élysée, et je vous dis ça sent que moi j'aime bien McFly et Carlito. Je regarde leurs vidéos, ça me fait marrer. Je n'ai pas envie de les voir à l'Élysée. Ça, je trouve ça désolant. René Chiche. Mais c'est-à-dire que la politique aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. Et donc ces outils de réseaux sociaux comme TikTok. Ça a toujours été un peu un spectacle. Oui, mais là de plus en plus. Oui, mais de plus en plus. C'est devenu de plus en plus justement un spectacle. Et ces outils permettent justement en même temps de diffuser des petits spectacles qui sont un peu courts, ils se mettent en scène dans différentes scènes, etc. Effectivement, ça permet peut-être de toucher une certaine partie de la jeunesse. D'abord, il n'y a pas que des jeunes candidats ou des jeunes hommes politiques qui utilisent les réseaux sociaux. En l'occurrence, on parle de TikTok, mais on parle d'autres. Vous savez que par exemple, même Éric Zemmour, voire même François Asselineau, sont des ont beaucoup de followers sur les chaînes YouTube, mais alors justement, ça soulève un autre débat, c'est que c'est pas parce qu'on a tellement de followers ou de suiveurs sur ces réseaux sociaux que ça apporte des votes, parce que par exemple, Zemmour et Asselineau n'ont pas vu leur nombre de followers se concrétiser dans les urnes. Vous voyez, donc c'est aussi un autre. Est-ce que justement le fait d'utiliser ces réseaux sociaux, c'est pour ça que je dis que c'est un spectacle maintenant pour les jeunes ou peut-être même les moins jeunes aussi. Ils regardent ça comme un spectacle, comme on peut regarder pourquoi pas une autre vidéo d'autre chose. Et ben on voit l'homme politique Bardella qui fait un petit discours avec des jeunes, Macron comme l'a dit Mickaël. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est tellement ancré dans la vie quotidienne en plus des gens, tous ces réseaux sociaux, dans lesquels je ne suis pas très friand personnellement. Eh bien, la politique s'en sert. À juste ou mauvais titre, je ne sais pas. Je voudrais approfondir, si c'est possible, la pensée. Décidément, c'est la soirée. Non, mais en l'occurrence, parce que je crois que c'est ce qui me frappe aujourd'hui, et peut-être que c'est des conclusions trop générales. J'ai l'impression que les réseaux sociaux et l'attitude des jeunes politiques relèvent plutôt que du spectacle d'activités ludiques. Je pense sans arrêt à ce que disait le général de Gaulle de Giscard d'Estaing, il ne sait pas que l'histoire est tragique. En réalité, j'ai l'impression que les politiques, les jeunes, sans culture, sans langage, ne
ne savent pas que la politique est tragique. Et c'est du jeu. La dissolution, c'est du jeu, malheureusement. Mais je voulais revenir sur le côté, est-ce que aujourd'hui les chefs de parti ont des photographes qui les suivent, il y a des photos qui sont très léchées, postées sur les réseaux sociaux. Avant, une photo d'un chef d'État, dans nos années, il y a 15, 20, 30 ans, c'était une photo officielle, voilà, on posait sur le canapé avec son épouse, ou pas. Aujourd'hui, ils sont suivis, on sent que les photos, Emmanuel Macron, souvenez-vous de cette photo dans le canapé avec le torse ouvert. Enfin voilà, donc on est vraiment sur la forme et moins sur le fond. Il y a ça, d'abord, en effet. On joue sur le physique en plus. Des politologues l'ont dit, le fond intéresse moins, c'est la forme, comme vous le dites très bien, qui a de l'importance. Et d'autre part, ils se trompent, ces gens qui croient qu'une forme de débraillé, même élégant, plaît au peuple. Moi, je pense que c'est l'inverse. Un homme ou une femme politique qui remettrait de la tenue sans être empesé aurait un succès fou en France. Mais alors, justement, mais absolument. D'ailleurs, ce que fait Bardella, d'ailleurs, il est toujours en costume, tiré à 4 épingles. Est-ce que vous disiez, Philippe, activité ludique, spectacle? Oui, je sais que ça se rejoint un peu. Exactement, bien sûr. Mais justement, avant les réseaux sociaux, ça a quand même commencé, tout ça, quand même, sous Sarkozy. Non. C'est ça. C'est Sarkozy qui a commencé. Oui. C'est ça. Non, attendez, excusez-moi, je peux terminer quand même. Parce que là, sinon, on m'interrompt toutes les 2 secondes. C'est Sarkozy qui a commencé. C'est Sarkozy qui a quand même instauré cette politique spectacle à outrance. Souvenez-vous de Sarkozy courant en jogging, montant les 4 marches de l'Élysée avec son t-shirt. C'est lui qui a commencé avec ses lunettes. Vous vous souvenez? Ça s'est fait très progressivement. Non, c'est lui. Non, mais attendez, c'est lui qui a commencé. Et à l'époque, les réseaux sociaux, comme d'ailleurs Twitter, TikTok, n'existaient même pas, je crois, en 2007. Facebook venait à peine de démarrer. Non, mais c'était l'émergence des chaînes d'infos, etc. Oui, non. Je parle pas de ça, je parle pas de chaîne info, je parle de raison, il y avait un style. Vous n'avez pas compris, je parle de l'utilisation par les hommes politiques des moyens de communication qu'ils avaient à l'époque sous leur main. En l'occurrence, Sarkozy, c'était un peu les photos people. Pour moi, ça a commencé, et je vais te dire même, parce que je connais très bien l'entreprise, ça a commencé avec les communicants d'Havas qui ont fait la campagne de Mitterrand en 80, qui étaient des fans de Kennedy et qui ont mis la communication au centre de la politique, Collet, Pilan, Stéphane Fouch, un peu plus tard avec DSK. C'est pas la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est Sarkozy et son équipe de communicants qui ont fait les photos. C'est Sarkozy et son équipe de communicants qui se sont inspirés de Kennedy avec la fameuse photo de Kennedy avec le petit enfant sous le bureau. René, laissez-le parler. Pardon, Michael. Ça a commencé bien avant, je le redis, dans les années 70 et 80. La seule chose qui a changé, et qui a changé de manière drastique, c'est qu'aujourd'hui, la capacité à produire de l'image est beaucoup plus massive. L'utilisation de l'image a toujours existé. Napoléon se faisait portraiter par Jacques-Louis David avec une tête plutôt beau gosse, parce que ça servait son image. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la capacité à produire de l'image, elle est beaucoup plus massive, parce qu'on peut le faire simplement avec son smartphone, et que demain, avec l'intelligence artificielle, ce sera encore plus massif. Donc, ça n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Là où René a raison, merci. Non, mais peut-être que vous n'êtes pas sur le même terrain. Toi, tu es sur la politique tout de même qui n'est pas du niveau basique. Une forme de vulgarité a commencé en 2007. Mais oui. Alors, c'est pas totalement incompatible. Est-ce que Jacques Chirac n'était pas dans une forme de normalité aussi, de communication directe avec les gens? Quand il avait posé couché par terre en écoutant du Madonna sur un baladeur dans les années 40. C'était une fois, Chirac. Giscard, quand il jouait au foot ou l'accordéon. Oui, c'était une fois, c'était pas systématique. Sarkozy a même commencé. Mais Sarkozy a même commencé quand il était ministre de l'Intérieur. Sur terre, c'est un mouvement général. Sarkozy a commencé quand il était ministre de l'Intérieur, avec cette fameuse photo de lui avec son petit enfant Louis sous le bureau, totalement inspiré de la photo de Kennedy. C'est lui qui a commencé. Mais c'est pas une critique que je fais, c'est que je constate qu'il a utilisé tout de suite les moyens qu'il avait sous sa main. Il me semble que singulariser sur Sarkozy, c'est ignorer que le phénomène s'est étendu partout dans la planète. C'est pas Sarkozy qui a lancé ça. Non, mais parce que là on parle de la France, Michael. Une production d'image, une demande du public, une démocratisation de la politique. Peut-être que c'est l'un des premiers, pour aller dans le sens de René Chiche, qui s'est vraiment mis en scène. C'est vrai que le jogging avec le t-shirt,
les lunettes Ray-Ban, le côté, le jogging, le vélo. Écoutez, même chewing-gum devant le pape. Écoutez, il avait même mis en scène sa liaison avec Carla Bruni, lorsqu'il était en Égypte avec le petit enfant sur les épaules. Non, c'était en Jordanie. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? En Égypte. Ah pardon, excusez-moi. C'était exactement. Non, c'était à exactement ce que j'allais dire. Ah non, c'était à Disneyland Paris. C'est vrai, c'était à Disneyland. Au parc avant la Jordanie. Ah si, c'était à Disneyland Paris avec le petit sur les on va pas non plus faire un débat sur. Si jamais je peux avoir raison une fois dans cette émission. Dans l'autre sens, on peut dire que si les politiques sont devenus des influenceurs, il y a quelque chose qui est aussi préoccupant, c'est que les influenceurs deviennent des politiques. On l'a vu, le débat entre Squeezie et Bardella. On voit Thibaut InShape veut devenir ministre du sport. Enfin, c'est tout un truc. Merci en tout cas, messieurs, mais direction Marseille. Bah oui, on va à Marseille. Bougez pas. Bonsoir Alexandre Priam. Bonsoir Alexandre. Bonsoir les vrais voix. Alors Alexandre. Bienvenue à Marseille sous le soleil de la cité phocéenne. Oui. Exceptionnellement pour cause de JO, finale du top 14, c'est au stade Vélodrome que le Brennus va être brandi ce soir. Exactement, finale entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles ce soir à 21h, avant match exceptionnel dès 19h avec toute l'équipe Sud Radio. On va faire 1 heure consacrée à l'Union Bordeaux-Bègles jusqu'à 20h et puis 1 heure consacrée au Stade Toulousain jusqu'à 21h. Toute l'équipe est présente, Philippe Sanguiro, Julien Thomas, Daniel Herrero, François Trio, Mathias Merlot, toute l'équipe Sud Radio Rugby pour vous faire vivre cette dernière très grande soirée de rugby de la saison. Eh ben on sera là comme d'habitude. Merci beaucoup les gars. Merci Philippe Bilger, merci René Chiche, merci Mickaël Sadoun, Philippe. On se retrouve lundi. On vous souhaite un très très bon week-end et j'ai envie de dire vive Toulouse. Allez, le stade. On remercie notre réalisateur Thibaut qui a remplacé Maxime aujourd'hui avec ses d'excellents jingles et toute notre équipe et Eve, notre stagiaire qui nous a quittés aujourd'hui, qu'on embrasse qui nous a évidemment. Quitté, qui est parti. Elle va bien. Évidemment, Félix et Aude. Allez, tout de suite. Passez un bon week-end.